José, il y a dans l'œuvre d'Anselm Kiefer une abondance. Beaucoup d'observateurs parlent même d'une prolifération incroyable dans son œuvre. C'est vrai des matériaux. Le sable, le ciment, le plomb, la paille, des détritus de toutes sortes. C'est vrai également des références à l'histoire. Quel autre artiste contemporain met des avions entiers au milieu de ses toiles, des sous-marins, des bateaux, des balances, des haches. Et c'est vrai aussi de la multiplicité des thèmes. Des thèmes et des auteurs. Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Michelet, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, La Kabbale. Cette prolifération, comment l'apprécier de la part de l'artiste lui-même? Comment est-ce qu'Anselme fonctionne? Par superposition, par addition? J'ai le sentiment, parfois, que dans son œuvre, il y a une volonté de reconstruire. Dans le fond, le monde est mal fait. Le monde est mal fait, il y a chez le créateur quelque chose qui n'a pas marché et il faut réparer. Et donc, il y a cet appétit à la fois pour réparer l'espace, et lui, enfant de la guerre, qui n'a pas connu la guerre, mais qui est né de la guerre. Moi, je n'oublie pas qu'Anselme, ses premiers jeux, était au milieu des champs de briques de sa propre maison détruite au moment de sa naissance. Il naît dans la cave d'un hôpital à la fin de la guerre, en mars 1945, et donc très vite il est confronté à cette après-guerre dramatique en Allemagne. Et donc cette idée de réparer l'espace, de réinventer le temps. Comment est-ce qu'on fait quand on est un enfant qui naît au milieu d'une telle tragédie, à la fois, parce que ça, je trouve ça très courageux chez lui, à la fois pour assumer ce poids, il est quand même l'un des rares contemporains qui se coltine avec ses réalités, il y a un corps à corps dans ses œuvres qui est absolument étonnant, et en même temps, cette foi, cette espérance dans l'avenir, cette idée que la vie étant un éternel retour, le temps étant circulaire, eh bien, on peut peut-être reconstruire et faire mieux demain. Oui, donc vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, il est hanté par l'imperfection du monde, l'imperfection des êtres aussi, parce qu'il y a non seulement la destruction, les ruines, mais il y a aussi ce qui domine tout, ce moment-là, c'est l'Holocauste. C'est vraiment la destruction des âmes. Il ne s'est jamais remis, et ça c'est une chose qu'il vous a sûrement dite une fois, il m'a dit: comment peux-tu vivre en pensant à ces horribles tortionnaires des camps qui avaient dans leur poche droite une photo des Juifs pendus et dans la poche gauche la photo de leurs enfants. À partir de là, tu sais que les hommes, en général, ont un esprit, c'est son expression, totalement tordu. Et comment... Alors, ça va au-delà même de la reconstruction et de l'équilibre du monde, de l'âme humaine. Et vous savez, Anselme, depuis et toujours, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est un être vraiment, je dirais, pessimiste n'est pas le mot, c'est un individu terriblement marqué, enfin je vais dire profondément détruit d'une certaine manière. Et ça, il ne l'avouera jamais, parfois, comme ça, quand il a bu un peu trop d'Armagnac. Mais sinon, il vit dans une espèce de nostalgie permanente, enfin de tristesse. Et il y a un mot d'un de ses grands auteurs, d'ailleurs, qu'il affectionne particulièrement. Il a beaucoup écrit sur lui dans ses leçons au Collège de France. Il a même fait toute une leçon sur lui. C'est Jean Genet. Voilà. Et Jean Genet qui a tout laissé derrière lui. Qui a tout laissé derrière lui, qui pierre tout son travail justement sur... Enfin, bon, et dont l'enfance, là aussi, explique en grande partie son œuvre, sa vie, etc. Et alors, comme je ne voudrais vraiment pas le déformer, je vais le lire.
Et voilà ce que dit Jean Genet de l'œuvre de Giacometti. Et je peux dire que c'est vraiment, ça pourrait s'adapter à Anselme Kiefer à la perfection. Il n'est pas à la beauté d'autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme porte en soi. Et c'est réellement ce que l'on pourrait dire sur Anselme, qui, toute sa vie, a travaillé autour de cette blessure. C'est la blessure initiale, c'est la blessure qui nous concerne tous, au fond, parce que c'est l'Holocauste, c'est l'extermination des Juifs. Et au fond, parce qu'Anselme, il vit dans cette espèce de terreur aussi, de terreur réelle, vraiment, mais de nostalgie. C'est un être infiniment nostalgique. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du romantisme kieférien, qui n'est pas du tout un romantisme bavard, comme pourraient l'être d'autres formes de romantisme, mais qui est un romantisme mutique, un romantisme qui se cache, enfin, qui ne se montre pas en tout cas. Et je dois dire que tout procède de ça, de cette faille initiale. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi je ne vois que cette explication. Une explication d'ailleurs qu'il donne. Mais comme toujours chez Kiefer, il ne donne aucune explication. Que le public se débrouille. Avec les tableaux, avec lui-même. Vous le disiez d'ailleurs, jamais Anselme ne va expliquer un tableau. Il faut les vivre, les tableaux. Il dit que les tableaux, quand ils sortent de l'atelier, ne lui appartiennent plus. Ce sont les spectateurs, ce sont les collectionneurs qui terminent les tableaux et qui en font et en pensent ce qu'ils veulent. Donc les tableaux, c'est une façon d'exprimer, alors peut-être cette souffrance et ce bonheur et cette exaltation parfois, parce qu'il n'y a pas que ça. L'œuvre a plus de 50 ans et évidemment, toute cette période est largement absorbée, analysée, étudiée, produite. Mais il reste malgré tout, en permanence chez lui, là encore une fois, je viens de voir ses derniers tableaux, ce même désespoir. C'est un être désespéré. Et parce qu'au fond, il y a aussi chez lui le désir d'exister, d'être le plus grand, d'être reconnu, non pas tant pour ce qu'il est, ce travail dont on vient de parler, de mémoire, mais aussi pour son œuvre. Parce qu'au fond, il y a une forme, dans cette immense discrétion, il ne sort pas, il ne voit personne, il n'est que dans son atelier, vous l'avez constaté, il ne reçoit que dans son atelier. Très difficile de le faire sortir de son atelier, etc. Mais en même temps, il y a cette volonté, ce désir, mais très très fort, très prégnant, d'être le plus grand d'une certaine manière. Alors c'est pas de la mégalomanie, c'est autre chose, quoi, parce qu'au fond, je pense qu'inconsciemment, il ne l'a jamais exprimé, de toute façon il n'exprime jamais ces choses. Mais je le ressens d'être le plus grand, ne serait-ce que dans ce domaine. Enfin, je veux dire, d'avoir reconnu, d'avoir travaillé, œuvré pour cette reconnaissance historique, et surtout que l'on ne l'oublie jamais, c'est ça le problème aussi. Mais dans cette volonté de faire face, de ne pas se dérober par rapport à ce défi de l'histoire incommensurable qui est celui de l'indicible, de l'inacceptable, de l'intolérable. De l'infamie. De l'infamie. Il y a trois dimensions dans son œuvre que je trouve extrêmement frappantes et dans sa volonté d'étreindre le monde. La première, c'est cette volonté d'étreindre l'histoire. Toute l'histoire. Plonger au cœur de l'histoire et s'aventurer au plus loin. On le voit dans ses déplacements, dans ses voyages à Jérusalem. Et ça, c'est une dimension extrêmement frappante. L'histoire dans ce qui peut être sauvé et dans ce que l'art a pour vocation de sauver, tant sa confiance dans l'art est grande. Il y a une deuxième dimension qui est très frappante, hormis la mémoire et l'histoire, c'est ce besoin fondamental de superposition des matériaux dans le tableau qui font que c'est bien plus qu'une peinture. Il y a là les éléments d'une sculpture, d'une architecture, il fait appel à la musique, enfin toutes les références, toutes les faits sont conviés. Et puis il y a une troisième dimension qui le rend véritablement d'une grande originalité,
c'est la convocation des signes, des mots, qui ne sont pas là pour dire ce qu'est le tableau, mais qui sont là pour faire réfléchir par rapport au tableau. Et ça peut être des poèmes, ça peut être un titre, un nom, qui viennent modifier le regard, l'interpeller en quelque sorte, quand le spectateur se confronte à la toile. Et souvent, quand on le voit travailler avec, je parle des mots et des textes, c'est pas toujours les textes qui définissent la forme du tableau, c'est souvent le tableau qui inspire les textes. C'est très intéressant. Il lui arrive de se dire, bon, par exemple, là, il travaillait sur Finnegan Wet, bon, la lecture de ce livre est magnifique, enfin, pleine d'humour, d'histoire, de non-sens, enfin, c'est d'une richesse inouïe. Et ça correspond très bien à ce que lui aime, évidemment, parce qu'il est aussi dans cette espèce de démesure, autant par les mots que par l'œuvre. Et il colle, au fond, il fait le tableau et ensuite il cherche, pas d'explication, parce qu'il n'y a jamais d'explication du tableau, mais des phrases, des mots qui colle au tableau, quoi, qui explique, enfin sans l'expliquer, parce que c'est toujours très compliqué, c'est très allusif tout ça. On n'est pas dans l'explication de texte, on n'est pas dans l'illustration de texte, ni quoi que ce soit. Donc tout c'est très allusif. Et puis il y a, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, les mots pour lui dans ses peintures, c'est les mots, les phrases, sont là au même titre que la peinture, que la poussière, que le sable parfois. Enfin, ce sont des matériaux, en fait, rien de plus d'une certaine manière, mais qui viennent confirmer sa pensée et la rendre, si possible, mais c'est rarement le cas, au contraire souvent ça l'éloigne, plus explicite. Mais c'est, encore une fois, non mais on ne peut jamais trouver ce qu'il veut dire. Pour celui qui... C'est quasiment impossible. Mais pour celui qui s'intéresse à l'œuvre d'Anselm Kiefer, qui veut essayer de mieux comprendre, quel conseil donneriez-vous? Aller à Barjac, se confronter à l'immensité des couloirs, des tunnels, des installations qui peuplent les collines de Barjac, aller dans l'exposition la plus proche ou la galerie la plus proche. Quelle est la meilleure façon pour vous, qui avez cette expérience de l'œuvre et de l'homme, quelle est la meilleure façon d'aborder? Ah oui, j'ai cet avantage d'être au quotidien quand il crée des œuvres, mais ça c'est impossible. Mais alors moi, ce que je proposerais, si vraiment quelqu'un voudrait faire une thèse ou travailler sérieusement sur Kiefer et apporter d'autres, d'autres solutions, d'autres explications, d'autres tentatives, en tout cas, d'éclaircissement de l'œuvre et du personnage et de l'artiste, ce serait d'aller dans ces lieux que vous dites exactement, parce que là, on est dans des dimensions diverses, par là que l'artiste creuse et élève tout en s'enfonçant lui-même, enfin je veux dire, parce que là c'est une façon de troubler les pistes, que l'amoureux et l'amateur aille voir ses expositions, et ensuite parle avec Anselme, et ça va l'éclairer, parce qu'Anselme ne lui dira rien. Alors il pourra lui parler, expliquer ce qu'il a compris, ce qu'il a vu, etc., mais Anselme ne lui dira rien, ne lui donnera aucune piste. Et c'est ça qui est très difficile. Je ne vais pas vous raconter une histoire personnelle, mais mercredi, je regarde les 2 derniers tableaux. Déjà, j'ai envoyé par texto ce que je pensais de ces tableaux, où je les voyais, etc. C'est au même endroit qu'il les plaçait. Parce qu'en fait, à force de travailler avec lui, on n'a même plus le besoin de se parler, on sait, quoi. Rien qu'en regardant le tableau, il sait ce qu'il doit enlever ou relever. C'est très bizarre, enfin, parce qu'il est assez mimétique comme ça. Et sinon, il n'aime pas parler. De la même manière, il a créé des scénographies pour Klaus Michael Gruber, donc le théâtre. Et ce qui l'a fasciné, il aurait aimé travailler avec Klaus pour le théâtre, il était même question d'une tétralogie ensemble à la Scala de Milan avec comme chef Barenboim, et puis Klaus est mort d'un cancer, donc tout s'est arrêté, et depuis il m'a dit « plus jamais je ne travaillerai pour le théâtre ». Le seul avec qui je voulais travailler c'était Klaus. Pourquoi? Parce qu'avec Klaus, je les ai vus travailler en plus ensemble, il n'y avait pas, il n'échangeait aucun mot. Tout se passait dans le non-dit, dans la complicité, dans le regard, voilà. Et c'était parfait.
Et Anselme, c'est ça. Alors donc, qui que ce soit, alors, il lui dit, mais voyez, regardez, pensez ce que vous voulez, c'est pas mon problème. C'est difficile. Dans quelques jours, le public au Conguet va avoir la chance de pouvoir, après plus d'une décennie, la chance de pouvoir admirer ses dernières œuvres. Comment pensez-vous que, à partir de l'Asie, à partir de la Chine, d'Hong Kong, il convient de regarder l'œuvre d'Anselme dans cette universalité qui est la sienne? Bien, là, si je me réfère aux œuvres que la galerie va montrer à Hong Kong, je pense qu'elles sont très justes par rapport à ce pays que je connais mal, hein, enfin vous le connaissez très bien, et je trouve que ces œuvres sont en parfaite adéquation avec ce pays de différentes manières. Je trouve que celles avec les fonds or, comme ça, sont magnifiques d'une certaine manière, et moi je les trouve en tout cas très très belles. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est totalement intuitif, je les vois assez proches, connectés à Hong Kong, enfin à Hong Kong ou à la Chine, parce qu'Hong Kong, je ne sais pas, mais c'est plutôt pour moi la Chine que Hong Kong, enfin Hong Kong, mais surtout la Chine. Et puis les autres aussi, vous parliez des montagnes, etc. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me semble assez juste par rapport. Alors après, voir comment les Hongkongais vont apprécier ce travail. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'intérêt de la Chine pour Kiefer. J'étais allé moi-même avec Kiefer il y a quelques années à Shanghai. Nous avons visité tous les musées, enfin bref, parce qu'ils voulaient une exposition. Ils ont toujours voulu des expositions de Kiefer. Et puis ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et je pense que ça devrait beaucoup intéresser, en tout cas, parce que Kiefer est un artiste qui là-bas, et je me souviens même d'un restaurant qui était une sorte de grand restaurant, un ensemble incroyable comme il peut y en avoir là-bas à Shanghai, où il y avait des œuvres de grands artistes, il y avait des Kiefer beaucoup, puis d'autres artistes. Enfin, c'était inouï, c'était vraiment un restaurant-galerie. Mais grand, il devait faire 1000 mètres carrés ou 2000. C'était incroyable. Je ne sais pas, je connais mal l'appréciation des Hongkongais par rapport à l'art occidental, puisqu'ils ont beaucoup d'artistes eux-mêmes qui sont maintenant devenus de grands artistes, cotés en Europe aussi, en Occident, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, ces œuvres devraient les séduire. Interpeller. Oui, oui. Merci infiniment.